conférence sur les développements durables de Hambourg, la première ministre Judith Suminwa est intervenue dans un panel axé sur le thème « Sommet de l'avenir et après ». Lors de ce panel, Judith Suminwa a évoqué la rétribution de la RDC en préservant la nature. Journée internationale du travail décent, le regroupement des syndicats Union fait la force a organisé une journée de réflexion ce mercredi 9 octobre 2024. Les travailleurs méritent la paix et la démocratie étaient au centre de leurs échanges philosophiques. So please welcome to the stage. La première ministre Judith Suminwa a fait les plaidoyers pour une compensation financière équitable du crédit carbone en faveur des pays riches en massifs forestiers comme la République démocratique du Congo. C'était lors de son intervention dans un panel axé sur le thème Sommet de l'avenir et après la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne le lundi 7 octobre 2024. Droite dans ses bottes, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rappelé son auditoire que la RDC ne percevait pas la nature pour gentillesse. De surcroît, elle doit bénéficier de ses capacités de la nature. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un processus où il faut rétablir les choses et se dire, à partir du moment où nous sommes un certain nombre, RDC, Pays Solutions, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc., tous en train de discuter de cette problématique, comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde, préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes. Comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués, parce que c'est pas quelque chose où on le fait parce que nous sommes gentils, non, on le fait parce que nous jouons un rôle important dans le monde et les efforts que nous faisons pour préserver cet environnement. Dans son intervention, la chef du gouvernement de la RDC a enfoncé les clous sur le respect du prix de crédit carbone. Judith Suminwa se bat pour inverser la tendance dans ce secteur. Notons que la RDC, l'Indonésie et le Brésil ont signé un accord pour protéger les forêts tropicales lors du sommet G20, représentant à eux trois 52% des forêts tropicales humides mondiales. Les trois pays appellent le peuple et les pays développés à financer la conservation de leurs forêts, essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique. Après la chambre basse du Parlement, le Sénat de la République démocratique du Congo a approuvé en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Plénière présidée par Jean-Michel Samalou Kondé, président de cette chambre, après une présentation faite par le VPM et ministre de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, au nom du gouvernement, ces régimes d'exception instaurés pour lutter contre le groupe armé dans ces régions en proie à l'insécurité aux actes d'agression soutenu par le Rwanda a une nouvelle fois été prorogé avec l'approbation de la Chambre haute du Parlement. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui, 2 membres ont voté non, 1 membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et sincères félicitations. Et ce projet de loi sera transmis au président de la République pour prorogation. Bien que plusieurs voix s'abstiennent pour dénoncer l'efficacité de cette mesure, le gouvernement continue de soutenir son importance stratégique dans la lutte contre le groupe armé qui terrorise les populations locales. Le débat sur l'avenir de cette politique demeure néanmoins ouvert alors que la communauté nationale et internationale appelle à des solutions durables pour mettre fin aux violences. Rappelons que l'état de siège confère de pouvoirs accrus aux autorités militaires dans les provinces concernées et renouvelé pour renforcer les opérations visant à rétablir la paix dans ces territoires tourmentés.
Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a conféré le mardi 8 octobre avec une délégation du caucus des députés nationaux de la province du Congo central, conduite par la vice-présidente, la députée nationale Marie-Josée Nyongo. Au menu de leurs échanges figurait l'insécurité devenue quasi permanente dans différentes contrées du Congo central. Considéré jadis comme havre de paix, le Congo central est miné ces derniers temps par la recrudescence de la criminalité urbaine et l'insécurité qui s'observe le long de ses frontières avec l'Angola. En dehors de la criminalité urbaine, mais il y a de sérieux problèmes de sécurité le long de nos frontières. Les frontières terrestres, les frontières liquides, il faudrait qu'on s'y penche parce que au moment où tous les efforts sont tournés vers l'est du pays, nous ne voulons pas être surpris de l'autre côté, de l'ouest, où la sécurité des populations et la sécurité de nos frontières est mise à mal. Le président de l'Assemblée nationale, très attentif aux doléances de ses élus du peuple, a pris à bras le corps ce dossier afin de trouver les solutions idoines quant à ceux. Abordant d'une autre part la question de l'incident malheureux survenu le lundi 7 octobre dernier dans la ville de Matadi, où la police nationale congolaise a réprimé avec violence une manifestation à laquelle prenaient principalement part active des élèves au sujet de la grève des enseignants, la députée nationale Marie-Josée Nyongo a sollicité l'implication du président de la Chambre basse du Parlement pour qu'une solution en faveur des victimes soit trouvée. Autour d'Edodo Fwamba qui préside cette réunion de la Troïka politique participe le vice-ministre du budget, la vice-ministre des finances, les directeurs de cabinet adjoints du président de la République en charge des questions économiques et financières, du vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo ainsi que de représentants d'autres services attachés du ministère des Finances. À cette réunion, les membres de la Troïka politique ont passé en revue la situation des finances publiques et ont constaté que le mois de septembre s'est clôturé avec un solde positif. Les recettes sont allées au-delà des dépenses. C'est ce qu'a rapporté Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique des suivis de l'évaluation des réformes. Et là-dessus, on a constaté que le mois de septembre a été clôturé avec un solde positif. Ça veut dire que les recettes ont été plus fortes que les dépenses. Et à côté de ça, on a examiné la situation de la paye. Là-dessus, vous savez, il y a eu plusieurs négociations entre le gouvernement et les banques syndicaux. Ça fait que l'enveloppe de la paye a été augmentée. Alors, c'est là, les autorités de la Troïka politique se sont attachées à regarder la soutenabilité budgétaire de la paye. Parce que vous savez, d'après les normes internationalement admises, l'enveloppe salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes totales. Les participants à la réunion de la Troïka ont également examiné la soutenabilité du budget de la paye et des agents et fonctionnaires de l'État afin de veiller à ce que l'enveloppe salariale ne dépasse pas les 35% des recettes sans perturber les dépenses liées aux investissements. La réunion a par ailleurs indiqué que la RDC attend un appui évalué à $1 milliard américains qui sera décaissé en 2 tranches, dont la première est un montant de $500 millions américains qui s'étendra jusqu'au mois de décembre. Les autorités ont passé en revue le point restant à régler pour permettre le décaissement de cet appui budgétaire. Le ministre de Finances Doudou Fwambali Koundé a tenu une séance de travail avec une délégation conduite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalou Baki. Le but de cette réunion était de finaliser le préparatif pour la relance de travaux de réhabilitation des artères de la ville de Kinshasa. La capitale qui voit l'état de ses voiries s'est dégradée a besoin d'une réaction directe, d'où cette implication du gouvernement central sur cette question telle que voulue par le gouvernement. La voirie de la ville de Kinshasa est très importante pour le fonctionnement de cette ville parce que ça résout le problème d'embouteillage, ça résout divers problèmes et touchant la productivité et l'économie de cette ville. Alors le gouvernement, ça n'est pas mis à l'écart par rapport à ces problématiques sur instruction justement du président de la République qui veut justement faire de Kinshasa une ville très assainie,
et qui s'implique totalement dans le rayonnement de cette ville, a instruit. Et il y a une dynamique aussi auprès du Premier ministre que nous avons vu aujourd'hui à l'exécution, le ministre des Finances, Excellence Doudou Famba, qui a justement mis autour de la table les experts de diverses institutions ainsi que les opérateurs privés pour que nous puissions harmoniser la question des relances de travaux. Cette réunion a également permis d'harmoniser les opinions de différentes parties prenantes en ce qui concerne l'implémentation de projets de 3 communes et 5 artères visant à réhabiliter un total de 49 km de routes dans certaines municipalités de la capitale. Un chronogramme de travaux actualisé a été présenté lors de cette réunion et il a été convenu que dans un délai de 72 heures, un protocole d'accord sera signé entre le gouvernement et les prestataires. Ces protocoles garantira que chaque partie doit respecter ses engagements, en particulier en ce qui concerne les délais et les normes de qualité de travaux. Le ministre a encouragé les opérateurs économiques à saisir cette opportunité pour honorer leurs engagements et contribuer au développement de la ville. Dans le cadre de la Journée internationale du travail décent que le monde entier célèbre chaque 7 octobre de l'année, le regroupement des syndicats Union fait la force, UFF, la Confédération démocratique du travail, CDT, l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC et le Conseil syndical des services publics et privés, COSEP, ont organisé une journée de réflexion ce mercredi 9 octobre 2024 sous le thème « Les travailleurs méritent la paix et la démocratie ». Cet événement a eu lieu au Centre pour handicap physique de Willery à Kinshasa. Ce regroupement des syndicats Union fait la force travaille en partenariat avec le Pan-Africa. Au cours de leurs échanges, le président de l'UFF a présenté la situation actuelle du travail décent en RDC en mettant en exergue 4 piliers du travail décent. Le travail décent repose sur 4 piliers. Comme on l'a dit là, il y a d'abord l'emploi décent. Il y a le respect des droits fondamentaux, y compris les libertés syndicales. Il y a aussi la protection sociale et enfin le dialogue social. La paix et la démocratie sont possibles dans le milieu du travail. Par contre, en RDC, le travail décent dans le secteur public et privé laisse à désirer. La paix est une denrée qui est aspirée par tout le monde entier. Donc nous avons droit à la paix et nous avons vécu dans la paix dans ce pays, vous le savez. Il n'y a rien d'impossible. La démocratie aussi est possible, mais c'est un processus. Étant donné que le travail décent, c'est un processus, mais dans notre pays, l'engagement qui a été pris par le gouvernement au niveau de l'Organisation internationale du travail n'est pas d'application. Et quand nous regardons ça, c'est comme ça que dans tous les secteurs, que ce soit au niveau du secteur privé, que ce soit au niveau du secteur public, il y a des grognes. Ce qui signifie que le travail décent n'est pas au beau fixe. L'Organisation internationale du travail définit le travail décent comme un travail productif pour les femmes et les hommes dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Telle est l'importance de ces échanges pour réguler le secteur du labeur en RDC. Le journaliste et politologue Charles Onana est devant les instances judiciaires en France depuis lundi 7 octobre dernier. Auteur du livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, paru en 2019, Onana a remis en cause la planification du génocide des Tutsis au Rwanda, qualifiant cette thèse de l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Il avance également l'idée d'un double génocide impliquant à la fois Tutsis et Hutus, ce qui l'amène à comparaître devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris suite à une plainte déposée par des associations dites de droits humains. Pour certains, ces associations de droits humains et majoritairement françaises chercheraient à réduire au silence les recherches de l'écrivain Onana sur les régions des Grands Lacs et les guerres perpétrées en RDC par le Rwanda particulièrement. Plusieurs Africains se mobilisent déjà pour soutenir Charles Onana. C'est le cas du docteur Denis Mukwege qui dénonce la politisation de cette affaire, voyant dans le procès une
une injustice envers ceux qui cherchent à documenter et dénoncer les crimes de guerre et les massacres commis en RDC. Sur sa chaîne YouTube, Pichibanda s'insurge contre Bojana Koulibaly, l'un des accusateurs de Charles Onana, et soutient la démarche de ce dernier, celle de découvrir les vrais protagonistes des guerres dans l'est de la RDC. Lors d'une manifestation de soutien à l'essayiste camerounais Charles Onana, Justin Bitakwira déclare que le gouvernement congolais devrait être représenté au procès de Charles Onana et même se constituer partie civile. Maître Emmanuel Pire, avocat de Onana, refute ces accusations et affirme qu'Onana ne conteste pas le génocide, mais cherche à en analyser les mécanismes.